Et plus loin, Nelson Castello est ancien donc, consul au Venezuela, en France, et notre invité. Bonjour. Alors, quel regard vous portez sur ce prix Nobel de la paix qui a été attribué à Maria Machado? Écoutez, on est vraiment dans une émotion, disons. On est content, on est vraiment content pour la symbologie. Qu'est-ce que ça symbolise que cette femme qui a lutté d'une façon courageuse, comme personne dans l'Amérique latine, a réussi à lever, disons, à nouveau l'espoir dans les citoyens vénézuéliens. Les citoyens vénézuéliens avaient subi vraiment des coups après coups qui avaient vraiment anéanti tous les mouvements de l'opposition. En plus, la persécution et toutes les violations des droits de l'homme qui se sont succédées, les gens en prison, les morts, les étudiants massacrés, et l'opposition a été anéantie complètement. Sa lutte personnelle a fait possible de récupérer un mouvement d'opposition qui, dans les dernières élections, a représenté les 90% de la population vénézuélienne. Ça veut dire que c'est une reconnaissance à elle, à ses courages, parce qu'il reste à l'intérieur des pays où il risque sa vie. Elle doit être cachée actuellement. Elle est cachée, elle ne peut pas être publique parce qu'il sera immédiatement mis en prison. Mais ça représente aussi la lutte de plus de 25 ans que les Vénézuéliens ont exercé vis-à-vis d'un régime que, si bien on a cru au début que c'est un régime politique, on a découvert, au fur et à mesure, elle a montré son vrai visage. Le vrai visage, c'est d'un groupe délinquentiel qui vraiment, c'est une mafia, c'est des trafiquants de drogue, c'est des trafiquants des êtres humains, c'est des gens qui ont violé tous les droits de l'homme et qui se sont installés dans les pouvoirs, dans le contrôle d'un pays. Et ce que vous dites, ça va dans le sens du salut qui a été fait aujourd'hui par le président du comité Nobel, qui a salué cette figure de l'opposition vénézuélienne en mettant donc en avant le fait qu'elle était donc en faveur d'une transition juste et pacifique de la démocratie, de la dictature vers la démocratie. Aujourd'hui, dans quelles conditions elle vit? Vous en avez un peu évoqué. Ouais, et en réalité, c'est effectivement ça. Le Venezuela a déjà pris la décision. Les 24 de l'année passée, de septembre de l'année passée, ça fait un peu plus d'un an maintenant, les Vénézuéliens ont voté pour un changement de régime. On a les actes qui prouvent ce résultat électoral. Ces actes ont été sauvés et envoyés à l'extérieur. Ils sont dans la Banque centrale de Panama et pour les sauvegarder. Et ça prouve que l'opposition avait déjà décidé le changement de régime. Sauf que ce régime, comme ce n'est plus un parti politique ni rien, ils ne sont pas du tout démocratiques, ils sont décidés prendre le pouvoir à la force, rester au pouvoir à la force. Rester au pouvoir par la force. Vous évoquiez la situation aujourd'hui de Maria Machado qui effectivement ne peut pas vivre comme tout le monde parce qu'aujourd'hui l'opposition vénézuélienne elle est muselée. Complètement, mais terrorisée, je pourrais dire. Après les élections, les premiers 20 jours, le gouvernement a mis en prison 1000 personnes. Et de ces 1000 personnes, après, il a libéré certains parce que c'était des mineurs, des gens qui n'avaient pas les 18 ans. Mais même comme ça, il a libéré, il applique une politique qu'on appelle de la porte tournante. Ça veut dire qu'il libère 3, il reprend 5. Et actuellement, on pourrait dire qu'il est entre 800 et 900 prisonniers politiques dans les geôles du régime. Mais ce qui arrive, c'est qu'elle ne peut pas vivre, absolument pas. Elle est cachée, elle est dans la clandestinité. Si jamais on l'attrape, soit on l'utilise comme un mécanisme de pression pour plier la volonté populaire, ou soit on l'élimine, comme on a éliminé dans le passé des autres acteurs politiques. Alors pour qu'on comprenne bien qui est Maria Machado, parce que tout le monde ne la connaît pas, c'est vraiment une figure politique de l'opposition qui compte au Venezuela. On revient sur son parcours où notamment elle s'engage dès les années 2000. Elle milite pour un référendum contre Hugo Chavez. Tout son parcours, c'est finalement de donner plus d'accès, en tout cas de donner de l'accès au plus grand nombre à donner sa voix, à pouvoir se faire entendre.
à une décision démocratique, à que les pays puissent prendre des décisions démocratiques. C'est un ingénieur, hein, il ne vient pas de la politique, c'est une femme ingénieure avec une structure de pensée et d'action comme quelqu'un qui vient pas des sciences sociales, c'est des sciences de la mathématique. C'est pas une apparatchik. Oui, exactement. Mais cette femme qui a découvert ses vocations après qu'il est devenu pour la première fois député, et en étant député, c'est une des rares personnes qui s'est levée, qui a levé sa voix contre le président de l'époque, Hugo Chavez, qui était en train de faire toute une politique de confiscation des biens, mais qui ne les payait pas. Et quand on confisque et on ne paye pas, c'est du vol. Et c'est ça qu'il a dit directement devant tout le monde. Et il a lutté à partir de ce moment pour la démocratie. Il était persécuté, il était frappé publiquement. On l'a cassé le nez, il a dû être opéré pour lui refaire le visage. C'est une femme qui a démontré pas avoir peur et qui s'est démarquée des politiciens, disons, habituels. Elle était engagée de sa propre personne, ce qui a permis vraiment reconquérir toute une population. Et dans les dernières élections, la preuve est évidente. 90% des personnes qui ont été... Bon, les résultats officiels qui donnent les actes, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Il faut dire aussi que tous les Vénézuéliens qui représentent plus... Ne sont pas allés aux urnes forcément et donc il a été élu. Il est à la tête du pays depuis 2013. Hein, et c'est ça. Mais il y a un tiers des Vénézuéliens qui sont dehors du pays. C'est la migration plus grande d'un pays sans guerre qui existe dans le monde. Ce tiers de la population n'a pas pu voter. Mais quand on compte les gens qui ont pu voter, ça fait un résultat de 70% à faveur de l'équipe de Maria Corina, contre 30 à faveur du gouvernement. Mais ces 30, on sait qu'il y a eu tous les employés publics ont été obligés à voter. Mais même comme ça, ils ont eu que 30, et nous, on a eu 70%. Mais alors, comment expliquer que le pouvoir de Nicolas Maduro continue à tenir aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait le faire vaciller? Et malheureusement, il faut bien comprendre qu'au Venezuela, il n'y a pas un parti politique. C'est pas un gouvernement des politiciens, c'est pas un gouvernement des gens qui ont une philosophie, une idéologie. Non, c'est pas du tout ça. C'est une équipe de gangsters. Ils vivent et ils ont ruiné les pays complètement. Hein. Un des plus riches de l'Amérique latine est devenu un des plus pauvres de l'Amérique latine. Et les gens n'arrivent plus à vivre avec les pensions. Imaginez-vous vivre avec une pension qui n'arrive pas à $2 par mois. Oui, là, vous évoquez l'inflation, vous évoquez la crise économique qui frappe totale. la population. Ils ont abandonné la production de pétrole. Vraiment que c'est la richesse du pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entretenu l'industrie. Du coup, mais ils ne s'intéressent plus à ça parce qu'ils vivent du trafic de drogue. Ça, c'est ce qu'affirme Donald Trump. Donald Trump qui mène une guerre, on peut le dire par ces termes, contre Nicolas Maduro. Vous connaissez bien la diplomatie vénézuélienne, la diplomatie tout court, comme vous êtes ancien consul. Comment vous analysez ce qui se passe en ce moment? Écoutez, il y a un changement vraiment des politiques. Je crois qu'on est face à une nouvelle, disons, doctrine américaine de la part des États-Unis. C'est appliquer la force pour avoir la paix. Et ça, c'est complètement différent. Jusqu'à cette politique actuelle, la diplomatie était toujours en train de créer des points de dialogue, des points de réunion. Ça a été essayé chez nous. Plus de 27 dialogues et commissions de dialogue se sont établies. La Norvège a participé, le Canada a participé, le Qatar a participé. Et on a eu une quantité de réunions, de dialogues soutenus par les forces internationales. On a aussi, de notre côté, les preuves qui s'accumulent. La commission des faits les Nations Unies sur les droits de l'homme a condamné plusieurs fois. Et la dernière condamnation est et on n'a pas d'argument quand on voit les chiffres de toutes les violations des droits de l'homme. Il y a un procès ouvert à la Cour pénale internationale. Mais pour autant, Nicolas Maduro reste au pouvoir. Reste au pouvoir. Finalement, ça veut dire qu'il a trouvé les leviers nécessaires pour rester à la tête du Venezuela. Oui, cet levier, c'est une
disons, un groupe de militaires qui sont à la tête et qui sont membres de ce système. C'est pas pour rien que les cartels qui font le trafic de drogue en partant de Venezuela soient en partie en production, mais surtout dans les transits de la drogue vers l'Europe et vers les États-Unis. Hein. Ne croyez pas qu'il n'y a pas un parti qui arrive en Europe. Et c'est dans les mains des militaires. C'est pour ça que ces cartels s'appellent les cartels de los soles. Los soles, c'est la symbologie qu'utilisent les militaires dans ces insignes quand on arrive à être général. Chez nous, il y a des étoiles jusqu'au général qui commence à avoir des soleils. C'est pour ça que ça s'appelle les cartels des soleils. Les chefs des gangs sont des généraux qui soutiennent Maduro parce que ça les a permis de devenir milliardaires. Les preuves s'accumulent énormément. Et lorsqu'on pose la question, finalement de comment sortir finalement de ce pouvoir de Nicolás Maduro, ça passe par justement réussir à ramener ces militaires du côté de la démocratie. On essaye de casser cette structure. Pourquoi? Parce que tous les militaires qui sont en bas ne sont pas nécessairement des trafiquants. Et la preuve qu'ils ne vivent pas bien comme les généraux. C'est un groupe qui doit représenter une quantité limitée de généraux qui sont celles qui profitent. Mais les autres n'osent pas. Parce que il faut dire que parmi les 1000 personnes qui sont en prison, presque la moitié sont des militaires. Ça veut dire qu'ils ont peur aussi, peur pour eux, peur pour sa famille. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas partir parce qu'ils sont persécutés. On a vu déjà, il y a un militaire qui s'est levé, un jeune militaire qui s'est levé et qui a demandé l'asile politique au Chili. Il est parti vivre au Chili et il y a un groupe, parce que le gouvernement actuel, ou le régime, en réalité on devait dire, utilise des autres mécanismes. Ils ont créé un mécanisme avec les anciens prisonniers qui ont été libérés et qui ont été envoyés dans l'Amérique latine et même aux États-Unis. Et c'est une autre qu'on appelle les Tren-de-Aragua, c'est un autre groupe considéré terroriste dans toute l'Amérique latine. Ces gens sont arrivés au Chili, l'ont kidnappé, l'ont sorti de la maison, ils l'ont enterré vivant. On a découvert son corps, mais avec les preuves qu'il était enterré vivant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, être opposant à Nicolás Maduro, ça peut être dangereux, ça peut conduire à la mort. On revient sur Maria Machado. Elle est souvent décrite donc, dans la vie politique vénézuélienne comme une personne qui a fait l'unité au niveau de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, alors c'est un titre honorifique, hein, le prix Nobel de la paix, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça peut aller plus loin, elle peut rassembler un peu plus largement? Et là, actuellement, pour parler sincèrement, il n'y a qu'elle. C'est la réalité. L'opposition qui était représentée comme divisée, parce que ça, c'était le discours que le gouvernement essayait d'instaurer, de faire croire au monde entier qu'il avait plusieurs oppositions. La preuve, c'est que dès qu'il parle, entre 70 et 90% de la population suit ces lignes. En effet, dans la dernière élection, il y a des partis qui ont été financés par le gouvernement, des anciens membres de l'opposition, mais entre eux, tous réunis, ils n'ont pas fait 4%. Devant 70%. Vous imaginez qu'on ne peut pas dire que le peuple vénézuélien est divisé. Ce qui existe, c'est tout un peuple réuni autour de la figure de Maria Corina et les candidats qu'il a soutenus, parce qu'en plus on l'a empêché d'être candidate, sinon elle serait elle la future présidente. Elle a dû trouver un substitut et elle a réussi à faire quelque chose qui est très difficile en politique, c'est de transférer ses votes à une tierce personne. Mais là, elle est sortie à faire la campagne avec lui. Elle a dit, c'est mon candidat, il faut voter pour lui parce qu'il faut changer ça. Elle a réussi à faire ça. Et 70% à sa faveur, même pas 4% pour tous les autres membres de la soi-disant opposition, et le gouvernement 30%. Ça, c'est le résultat. Et qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Que c'est elle qui vraiment tient l'esprit. C'est l'espoir qu'elle tient. Elle a retourné, c'est plus qu'un politicien. C'est une femme qui parle, qui connaît la réalité, qui a parcouru tous les pays sans pouvoir prendre un avion.
parce qu'il était interdit de prendre l'avion. Il devait partir dans des petites voitures, à cheval, dans un petit bateau, partout, mais il a parcouru tout le pays. Et partout, la réaction était la même. Le peuple s'est dirigé vers elle comme l'espoir qui représente avoir enfin la paix au Venezuela et pouvoir résoudre les graves problèmes qu'on traverse. Nelson Castello, merci beaucoup d'avoir été l'invité... Castellano, pardon. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Paris Direct aujourd'hui. Merci.